Mohamed. C'est un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi dans le cadre de ce webinaire en collaboration avec la JCI Montréal. Donc, nous sommes très contents de vous avoir. Je salue spécialement le président Dato, Bonito Dato, de la JCI Montréal, le vice-président. Je salue notre formateur, M. Vital M, et tous les autres membres JC de la JCI Montréal et de la JCI Renaissance qui sont présents. Donc, je vous souhaite une bonne participation. Merci, Présidente. Merci, Michael. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez parfaitement bien? J'aimerais savoir, faites-moi signe, s'il vous plaît. Oui, on vous entend. Est-ce que le son est OK? Oui. De mon côté, c'est bon. Ouais. Merci. D'accord, super. Bonsoir à vous tous. Donc, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Donc, je remercie d'abord les organisateurs pour l'invitation et je salue également vous tous qui êtes ici. Donc, je ne crois pas que je vais me présenter parce que Michael a tout dit. Donc, depuis quelques années, je travaille sur des projets liés à l'éducation numérique, l'intelligence artificielle également. Donc, j'ai passé par la création de plateformes de formation, accompagnement des entrepreneurs dans la structuration, je pourrais dire, de leurs idées, structuration de leurs projets. Donc, pour entrer bien dans le sujet, donc on va essayer de voir de l'idée au pitch comment construire un projet et avec l'intelligence artificielle. Parce que beaucoup de personnes ont des idées, parce qu'il y a des problèmes un peu partout, donc parfois même de très bonnes idées. Donc, mais entre avoir une idée et transformer cette idée en projet concret, il y a souvent un grand fossé. Certaines personnes ne savent pas par où commencer et d'autres pensent qu'il faut beaucoup de ressources pour développer un projet et parfois les idées restent simplement dans un carnet ou dans notre tête. Donc aujourd'hui, je crois que nous vivons une expérience très particulière. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire que nous avons accès à des outils d'intelligence artificielle. Ces outils sont démocratisés et capables de nous aider à structurer nos idées et faire des analyses de marché. Autrefois, pour analyser un marché, il fallait mettre des agents de terrain un peu partout. Mais aujourd'hui, grâce à les outils d'intelligence artificielle, on peut analyser un marché, on peut même préparer un pitch en quelques minutes. Et l'intelligence artificielle, je dois vous dire que elle ne va pas remplacer l'entrepreneur, mais de préférence, elle peut devenir un véritable copilote pour accélérer la création et la structuration de nos projets. Donc, je crois que nous allons voir ensemble et comment trouver ou améliorer une idée de projet et comment transformer et ensuite cette idée que nous avons trouvée en projet structuré. On a bien dit en projet structuré. Donc, créer un projet, c'est bien, mais créer un projet structuré, c'est encore mieux. Et on va également voir comment créer un pitch clair et convaincant en utilisant l'intelligence artificielle comme outil. Et parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les idées qui comptent, et ce sont d'abord les personnes capables de transformer ces idées en action. Donc, je crois qu'on va rentrer directement dans le sujet. Et donc, avant même de parler de pitch ou de projet, il faut d'abord commencer par une question très simple. Mais d'où viennent les idées de projet? Quand on parle d'idées de projet, d'où est-ce que ça vient, les idées de projet? Est-ce que quelqu'un ici pourrait me donner un élément de réponse? D'où est-ce que ça vient quand on parle d'idées de projet? Alors, moi, c'est Marc Baimé. Donc, pour moi, les idées de projet viennent souvent des besoins.
Donc, ça vient souvent par un besoin de répondre, un besoin ou un problème qu'il faut régler dans la communauté ou dans la vie en général, qu'on souhaite résoudre à travers le projet ou à travers l'entreprise. Donc, c'est de ce besoin que naît l'idée de projet. Merci. Exactement. C'est aussi simple que ça. Car souvent, quand il y a des gens, quand on leur parle d'entrepreneuriat ou idée de projet, beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir une idée extraordinaire, quelque chose de totalement nouveau, alors que non, ce n'est pas le cas. En réalité, comme a dit Marc, la majorité des projets réussissent commencent, je pourrais dire, par la résolution de problèmes. C'est ça, en général. Donc, par exemple, un service qui manque dans une communauté, donc là où nous vivons, vous pouvez faire une analyse pour voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait améliorer le fonctionnement des gens qui vivent dans cette communauté. Et également, on pourrait dire une difficulté que rencontrent les gens tous les jours, car et de nos jours, les gens aiment acheter sans déplacer. Donc, mettre en place un service de livraison pour tous ceux et toutes celles qui voudraient acheter et quelque chose, soit au supermarché ou dans une boutique quelconque. Donc ça, c'est la résolution. Alors cette idée résout un problème quelconque. Donc la vraie question, et je pourrais dire, ce n'est pas comment trouver une idée, mais c'est comment identifier une bonne opportunité de projet. Donc c'est ça que nous devons nous poser comme question. Et c'est justement là que l'intelligence artificielle elle-même peut devenir un outil extrêmement puissant, car de nos jours, on n'a pas besoin de mobiliser toutes les ressources humaines, toutes les ressources financières, les ressources matérielles pour non seulement faire des analyses, réaliser des enquêtes. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec des bons prompts, et l'IA peut non seulement nous aider à explorer des idées et analyser les besoins, identifier des niches, tout ça, donc, et même améliorer, je pourrais dire, une idée que nous avons déjà. Si vous avez déjà une idée, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez l'améliorer et l'adapter avec une marché et quelconque. Alors, donc, maintenant, je crois que je vais partager mon écran avec vous. Nous allons essayer de voir maintenant comment l'intelligence artificielle peut générer et développer des idées de projet. Alors que nous aider à générer et développer des idées de projet. Je vais partager mon écran un moment. Windows. Yes. OK. Super. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous voyez mon écran? Merci. Donc, de l'idée au pitch, construire ton projet avec l'IA. On va entrer directement dans le deuxième slide. Voilà. Donc, la première question, c'est pourquoi la plupart des projets échouent? Il y a beaucoup de problèmes. Donc, quand on disait tout à l'heure que pour avoir une idée, il faut d'abord identifier les problèmes. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, pourquoi la plupart des projets échouent? D'abord, on pourrait dire que il y a des idées qui n'ont pas, ou du moins qui ne s'adaptent pas vraiment aux besoins réels du marché. Il y a des gens qui entreprennent des activités, c'est juste parce qu'ils aiment ce qu'ils veulent entreprendre. Par exemple, il y a des gens qui aiment vendre des produits cosmétiques, par exemple. Donc, si vous vendez des produits cosmétiques, il faut d'abord identifier est-ce qu'il y a un besoin. Est-ce qu'il y a un besoin pour ça? Donc, s'il n'y a pas de besoin pour ce que vous proposez, donc c'est sûr que votre projet va échouer au fil du temps. D'abord, c'est parce qu'il n'y a pas besoin réel du marché. Donc, ensuite, il y a également le manque de financement. Quand vous avez un projet, pour exécuter le projet, ou du moins pour appliquer toutes les activités, mettre en place toutes les activités nécessaires et dans le cadre de la réalisation du projet, il vous faut du financement. Donc, avec une absence de financement, un financement insuffisant, donc, votre projet, sans doute, il va échouer. Il y a également une mauvaise équipe. Lorsque vous débutez, lorsque vous voulez réaliser un projet, il vous faut les bonnes personnes. Il vous faut les bonnes personnes, il vous faut des gens non seulement qui ont, je pourrais dire, la même vision que vous. Donc, c'est dans ce sens que vous pouvez ne pas
échouer avec votre projet. Donc, la concurrence également. Donc, la concurrence, le projet que vous avez, il faut que vous vous démarquiez de la concurrence. Car la concurrence est vraiment, vraiment forte. La solution que vous avez proposée, il n'y a pas que toi qui as la solution, il y a plein d'autres personnes qui ont également cette proposition, qui a également cette solution. Donc, il vous faut une démarcation. Il faut venir avec quelque chose de nouveau, en plus de la solution, pour attirer les gens vers votre projet, pour attirer les gens vers votre solution, au lieu d'aller voir la concurrence. Et également, un mauvais modèle économique, lorsque vous n'avez pas un modèle économique, je pourrais dire, stable, et c'est sûr que votre projet, au fil du temps, il va échouer, sans doute. Donc, le problème n'est pas l'idée en soi, mais c'est la validation et la structuration du projet. Donc, la validation et la structuration du projet, elles dépendent de plusieurs facteurs. Donc, il faut d'abord identifier le besoin réel du marché. Il faut avoir le financement adéquat. Donc, quelle que soit l'activité que vous allez entreprendre, il vous faut sans doute du financement. Il vous faut un budget de départ. Donc, il faut réunir, je pourrais dire, une équipe solide, les gens sur qui vous pouvez compter professionnellement. Il faut vous démarquer également de la concurrence et il vous faut un modèle économique assez solide, un modèle économique très bon. Donc, entreprendre à l'ère de l'intelligence artificielle, on va essayer de voir deux paramètres. D'abord, avant, qu'est-ce qu'on disait? On disait d'abord idée, travail, résultat. Donc, on a une idée, on travaille pour concrétiser, pour matérialiser l'idée, et ensuite, on s'attend au résultat. Donc, aujourd'hui, vous savez que la plupart des décisions, alors, je vais me poser cette question. Est-ce que vous pouvez me dire sur quelle base on peut prendre une décision? Sur quelle base on peut décider? Qu'est-ce qui nous pousse à décider? OK. Je crois qu'il y a également Jemima Mazan. Oui. Vous avez entendu la question? Non, malheureusement, c'est pas ça. Oui, Fatoumata Bert. Allez. Oui, bonjour, moi c'est Fatoumata. Je dirais la certitude, lorsqu'on est certain que le projet est déjà bien planifié, donc ça nous pousse à prendre des décisions importantes. Ok, super. La certitude, Fatoumata. Une autre personne? La volonté d'exécuter nos tâches dans un délai précis. Donc, ça peut nous pousser à prendre des décisions rapides pour être dans le délai. Ça peut nous pousser à prendre des décisions. Oui, c'est ça. Donc, le respect de l'échéancier. Toutes les réponses sont bonnes. Mais vous savez, en réalité, ce qui nous pousse à prendre des décisions, ce sont des données, ce sont des informations. Uniquement des informations, uniquement des données. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir, quand on est entrepreneur, il faut savoir collecter des données. Les données sont les éléments les plus importants dans, je pourrais dire, dans notre ère, dans l'ère de la technologie, dans l'ère de l'intelligence artificielle. Si vous voulez entreprendre, si vous êtes entrepreneur, il vous faut un maximum de données. Donc, prenons le cas que Batim Tech. Prenons le cas que Batim Tech est président d'une entreprise qui s'appelle Batim Tech. Bon, voilà, Batim Tech & Co. Batim Tech veut, je pourrais dire, faire une augmentation de salaire pour ses employés. Qu'est-ce qui va pousser, ou du moins, qu'est-ce qui va aider Batim Tech à prendre cette décision? Ce sont les données qui vont être insérées dans l'état des résultats, dans l'état financier. Si l'état financier montre que Batim Tech a eu, je pourrais dire, à réaliser un profit de tant de dollars sur une période, Batim Tech peut décider d'augmenter ses employés. Mais si les informations, les données qui sont incluses dans l'état financier et montrent que Batim Tech est sur la voie de la perte, par exemple, donc Batim Tech va encore décider de ne pas augmenter les employés. C'est encore une décision. Augmenter, c'est décider, ne pas augmenter, c'est encore décider. Donc, il y a uniquement les données. Les données sont extrêmement cruciales. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on parle d'abord d'idées. C'est vrai qu'on a une belle idée,
Mais avoir une bonne idée n'est pas suffisant. Il faut que vous collectez le maximum de données possibles, le maximum d'informations possibles avant même de prendre des décisions stratégiques. Donc, ce sont les données qui vont nous aider. Par exemple, si je vais essayer de regarder, si je sais que, laisse-moi voir, je crois que vous êtes au total, vous êtes 20 participants. OK, si je sais que Marie-Mireille aime porter des t-shirts blancs, par exemple. Marie-Mireille aime porter des t-shirts blancs, des maillots blancs. Donc, si je veux offrir à Marie-Mireille un maillot, je veux lui vendre un maillot, la première information, si je veux offrir à Marie-Mireille, désolé, il y a un appel qui monte. OK, bien. Si je veux vendre à Marie-Mireille des maillots, d'abord, je vais vérifier quels sont les goûts de Marie-Mireille. Qu'est-ce que Marie-Mireille aime porter? Donc, une fois que j'ai toutes les informations nécessaires sur Marie-Mireille, je peux lui faire une proposition. Je ne sais pas si lorsque vous naviguez, lorsque vous scrollez, soit sur Facebook surtout, vous savez que la majorité des plateformes, ils collectent des données sur vous. Je crois que vous le savez déjà, la majorité des plateformes collectent des données. Et elles collectent le maximum, toutes sortes de données. Même des données que vous ignorez, elles les collectent. Par exemple, pendant que là, je parle avec Marc Balmey, si je dis à moi que, vous savez, moi, j'aimerais acheter une machine pour transformer la banane en farine, par exemple. Donc, le fait de dire ça seulement, après un certain temps, lorsque je scrolle, je vais voir que les plateformes, ils vont me proposer ces machines-là, ils vont me proposer. Donc, c'est pour dire que les données sont extrêmement importantes. Donc, avant, on a dit que c'était l'idée, on travaille pour concrétiser l'idée, puis on attend le résultat. Mais là, aujourd'hui, d'abord, on a l'idée, et d'où est-ce que provient l'idée? L'idée vient du problème qu'on a identifié dans la communauté. C'est là que vient l'idée. On a identifié un problème, on a une idée de mettre en place un projet. Donc ensuite, on va collecter le maximum de données possibles. On va sur le terrain peut-être. On va essayer d'approcher les gens pour voir est-ce que réellement ce que vous pensez, ce que vous voyez, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de ce que vous allez leur proposer? Donc, autrefois, pour collecter les données, on devrait mettre en place une structure, on devrait engager des gens pour aller enquêter. Mais aujourd'hui, avec l'aide des outils technologiques de l'intelligence artificielle, on peut réaliser facilement des enquêtes là où nous sommes sans même nous déplacer afin de comprendre réellement le besoin de la communauté. Et une fois que nous avons fini de collecter toutes ces données, on va pouvoir passer à la prise de décision. On ne dit pas qu'on va créer le projet, qu'on va démarrer le projet. On a dit qu'on va prendre des décisions stratégiques. Donc, les décisions peuvent être pour mettre en place le projet ou ne pas mettre en place le projet. Donc, si les données qu'on a collectées nous disent qu'il faut mettre en place le projet, qu'il faut exécuter le projet, on va l'exécuter. Mais dans le cas contraire, on va prendre une décision de ne pas l'exécuter. Donc, ce sont les données qui vont nous aider à décider quoi que ce soit. Donc, je crois qu'il y a McKinsey & Company, et c'est une entreprise, elle avait dit que l'IA pourrait générer jusqu'à 4,4 trillions de dollars américains de valeur économique par an. Donc, si l'IA peut générer jusqu'à 4,4 trillions de dollars, et nous qui sommes des utilisateurs, et nous qui vivent un peu partout dans le monde, qui identifient des problèmes, je pourrais dire, nous qui voulons proposer des solutions, on peut également tirer parti de ces 4,4 trillions de dollars. OK? Donc, le minimum qu'il soit, il suffit que nous avons un projet solide, il suffit que nous identifions les outils technologiques nécessaires, essentiels, adaptés, bien sûr, pour
et exécuter et mettre en place le projet que nous voulons exécuter. OK? Donc, on va passer au prochain slide. Donc, il y a également le cycle moderne de création de projets. De façon générale, pour créer un projet de nos jours avec l'IA, il y a un cycle. D'abord, on parle de découvrir une opportunité. Il faut découvrir une opportunité. Quand on dit découvrir une opportunité, on parle de identifier le problème. Donc, identifier le problème, c'est ça, découvrir une opportunité. Donc, après avoir identifié le problème ou après avoir découvert l'opportunité, il faut comprendre le problème. Et pour comprendre le problème, on va le comprendre, c'est uniquement avec les données. Pour comprendre le problème, il faut être informé, il faut avoir des informations sur la région dont le problème, et je pourrais dire, survient. Il faut collecter le maximum de données pour voir qui est réellement concerné par ce problème. Donc ensuite, il faut avoir la validation du marché. Quand on parle de validation du marché, c'est de valider les informations qu'on a collectées. OK. Et on a remarqué qu'il y a 500 enfants dans cette zone qui sont malnutris. OK? Donc, si les enfants sont malnutris, ça ne veut pas dire réellement qu'il n'y a pas de nourriture dans la zone. Ça pourrait lier à un autre problème. OK? Peut-être que c'est une maladie qui empêche les enfants de manger. OK? Donc, en ce sens, il faut avoir la validation du marché. Et la validation, on va l'avoir uniquement avec les données. Et ensuite, on va construire un MVP. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ce qu'est un MVP? Bon, OK. On va le voir un peu plus bas dans le prochain slide. Il faut construire un MVP. Un MVP, c'est quoi? Juste pour vous expliquer de manière très simple. Un MVP, c'est un échantillon du produit qu'on va proposer. OK? C'est un échantillon du produit qu'on va proposer. Donc, c'est juste pour tester le marché, pour voir est-ce que ce produit, est-ce qu'il va marcher? Est-ce que ce service, les gens vont répondre également à ce service? C'est ça le MVP. Il faut le construire. Donc, une fois que le MVP, vous l'avez construit et vous l'avez testé avec le marché et le marché répond positivement au service ou au produit, donc vous allez structurer le modèle économique, vous allez construire un pitch et trouver du financement. Donc, structurer le modèle économique et il va falloir monter, je pourrais dire, monter le projet et définir les coûts liés à la réalisation du projet, identifier toutes les activités à entreprendre pour exécuter correctement le projet. Et ensuite, vous allez construire un pitch. Donc, construire un pitch et trouver du financement, ces deux points sont étroitement liés parce que c'est le pitch qui va vous aider, qui peut vous aider à trouver du financement. OK? Le pitch peut vous aider à trouver du financement. Donc, il est extrêmement important pour construire un pitch. Donc, problème réel, je pourrais dire que ce sont les fondations d'une start-up à succès. OK? Une entreprise à succès, une start-up à succès, les fondations, ces fondations, c'est d'abord identifier un problème réel. Ce n'est pas un problème fictif, ce n'est pas un problème imaginaire. Il faut être sur le terrain, il faut voir réellement que les gens ont ce problème, puis ensuite, vous allez pouvoir structurer et mettre toutes les activités en place pour l'exécuter. Donc, il y a plusieurs sources d'opportunités, toujours grâce avec l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux, et notamment, vous pouvez aller auprès d'une entreprise qui peut-être évolue dans le même secteur que la vôtre, que votre future entreprise, bien sûr. Vous pouvez aller dans les sections commentaires. Dans les sections commentaires, vous pouvez trouver les frustrations des clients. Vous pouvez aller sur des plateformes, sur des forums où les gens se réunissent pour présenter leurs problèmes, pour s'exprimer. Vous pouvez vous inscrire sur ces forums, aller visiter pour voir ce que les gens se plaignent auprès de leur entreprise. Okay? Vous allez trouver les frustrations des clients. Et ces frustrations, ce sont également des données, ce sont des informations, ce sont des data. Donc, une personne qui se trouve actuellement à Port-au-Prince, qui se plaint d'une entreprise pour un mauvais service, donc ça, ce sont des données. Géographiquement, la personne qui se plaint, elle se trouve où? À Port-au-Prince.
Donc, c'est un échantillon. S'il y a une personne qui a ce problème, il est probable pour qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui ont ce même problème. Donc, c'est ça. Donc, il faut trouver les frustrations. Il faut aller sur les plateformes. Il faut également identifier les inefficacités sectorielles. Dans tel ou tel secteur, qu'est-ce qui est inefficace? Okay? C'est vrai qu'il y a des entreprises qui proposent des solutions, qu'il y a des entreprises qui résout, je pourrais dire, partiellement un problème, mais il les résout de façon inefficace. Donc, l'inefficacité sectorielle, il faut l'identifier et il faut voir également les tendances émergentes. Pour les tendances émergentes, il y a plein d'outils et d'intelligence artificielle. Il y a également un outil que Google a développé pour trouver des tendances émergentes. Je ne sais pas si vous connaissez Google Trend. Si vous connaissez Google Trend, on connaît Google Trend. Donc, Google Trend, c'est un outil extrêmement intéressant. Donc, cet outil-là, il peut vous aider à identifier les tendances émergentes. Quand on parle de tendances émergentes, c'est ce qui fait la une dans une donnée. Ce qui fait la une. OK? C'est ça quand on parle de tendances émergentes. Donc, il faut également utiliser des technologies nouvelles. Quand on parle de technologies nouvelles, on parle surtout des intelligences artificielles, des outils d'intelligence artificielle. Il y a des outils qui peuvent nous aider à réaliser facilement des enquêtes, à trouver facilement les gens qui ont un problème à faire. Ici, d'identifier le problème réel que vous faites et notre solution. Donc, on va suivre. Après avoir identifié le problème réel, on va ensuite comprendre les besoins réels. On va pouvoir comprendre les besoins réels dans le marché. On va pouvoir comprendre les besoins réels. Donc, il y a des méthodes de l'évaluation. La méthode, d'abord, il faut faire un sondage ciblé. Réaliser des sondages ciblés. Quand on parle de sondage ciblé, on doit identifier géographiquement la zone où on veut exécuter le projet, la zone où on va réaliser les sondages. Géographiquement, la zone, je peux dire, c'est le processus. Il faut réaliser également des interviews avec les clients. Les interviews peuvent être de façon informelle, soit un formulaire créé sur Google Form ou plateforme. Et ils peuvent en créer. Donc, mettre ça sur Internet, réaliser des publicités avec des réseaux et sociaux afin que les gens puissent expliquer réellement leurs besoins. Donc, on peut également faire des analyses des commentaires en ligne, on l'a dit tout à l'heure, et sur les pages Facebook des entreprises concurrentes, on peut vérifier et dans les sections commentaires de chaque publication pour voir ce que les gens se plaignent et afin de pouvoir comprendre les besoins réels. Vous pouvez également réaliser des focus groups, des petits groupes dans lesquels vous réunissez des gens qui ont le même problème, des gens qui ont les mêmes besoins. Des focus groups, et vous pouvez réellement faire des observations comportementales afin de comprendre. Donc, il y a encore une entreprise qui s'appelle CBP Insight. Cette entreprise avait dit que le manque de besoin du marché est la première cause d'échec des startups. Donc, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le startup qui vient de s'installer dans une zone quelconque, donc il faut d'abord comprendre les besoins réels. Il faut comprendre les besoins réels du marché. C'est pour ça, un peu plus bas, on a dit qu'il faut écouter avant de construire. Et lorsqu'on écoute, on ne fait toujours de collecter les données. Alors, les données sont extrêmement importantes. Les données sont des piliers, je pourrais dire, pour lancer votre activité. Tester avant de construire. Valider rapidement sans risquer gros. Valider rapidement sans risquer gros. Il faut avoir la validation du marché. Donc, quelle méthode de validation qu'on peut utiliser? D'abord, on peut utiliser un landing page test. Quand on parle de landing page, c'est une page d'atterrissage que vous pouvez créer et à l'aide des outils d'intelligence artificielle également, créer ce landing page et afin que les gens
puissent atterrir sur la page et voir ce que vous proposez et comprendre votre offre également. Donc, il y a tout ça. Vous pouvez également réaliser des précommandes. Précommande, c'est vendre avant que le produit soit réellement présent, réellement est là. Donc, précommande. Vendre le produit avant sa fabrication pour valider la demande. Donc, si vous avez un produit, si vous voulez résoudre un problème quelconque, donc, avant même de mettre en place le produit, avant même de fabriquer le produit, vous pouvez lancer une période pour la précommande. Vous pouvez dire que actuellement, ce produit, il est en précommande, il est à, exemple, $50. En précommande, il est à $50. Donc, si vous le commandez maintenant, vous le payez $50, mais si vous attendez que le produit soit réellement prêt, donc vous allez le payer 2 fois plus cher. Donc, la majorité des gens, la majorité va pouvoir faire la précommande. Donc, d'abord, il faut identifier que le produit résout un problème réel. Ouais. Il ne faut pas faire des précommandes juste pour faire des précommandes. Il faut que le produit résout un problème réel, puis après lancer la commande. Il faut également un prototype interactif. Bon, cela va dépendre du type de produit que vous comptez mettre sur le marché. Il faut un prototype interactif, créer une maquette cliquable, je pourrais dire, pour tester l'expérience de l'utilisateur. Créer une maquette cliquable. Donc, si c'est un produit virtuel que vous lancez, vous pouvez créer des maquettes pour que les gens puissent interagir avec le prototype. Donc, et enfin, on pourra parler de sondage ciblé. Sondage ciblé. Quelle est l'importance du sondage? Je ne sais pas si vous êtes là. Quelqu'un peut me répondre quelle est l'importance du sondage? Oui, si le projet va être productif ou pas. Mais il y a un mot, une seule expression. Fatoumata. Déterminer le niveau de satisfaction, on va dire. Déterminer le niveau de satisfaction. Fatoumata, il faut savoir que le produit n'est pas encore sur le marché. Ok, d'accord. Le produit n'est pas encore sur le marché. Donc, on teste le marché avant de construire. Oui, Nercia? Je dirais que c'est dans le but de voir est-ce que le produit répond à un besoin réel de la part de la population cible. Oui, c'est ça. Mais j'aimerais que vous me dites un seul mot. Bon, je pourrais dire 2 mots. Quelle est l'importance du sondage ciblé? Vous voyez qu'il y a un sous-titre, pas un sous-titre, un tagline qu'on dit qu'il faut interroger un public spécifique pour obtenir des feedbacks concrets. Donc, quels sont ces 2 mots? L'importance du sondage ciblé. Peut-être pour améliorer déjà ce qui existait. Pour améliorer déjà ce qui existait, c'est ça? Ouais. Oui, on peut considérer ça, mais vous pouvez me répondre en 2 mots. Et ces 2 mots-là, ce sont les piliers des activités à entreprendre grâce à l'intelligence artificielle. Quel que soit ce qu'on veut entreprendre, il vous faut ça. Ce que vous ne voulez pas me dire. Il vous le faut. Oui, Fatoumata. Les données? Exactement. C'est juste pour collecter les données. C'est ça. Oui, Rémi? Oui, pour moi, selon moi, c'est pour prévenir le niveau des risques et des réussites afin de pouvoir éviter pour anticiper les risques, à mon avis, du sondage. Oui. C'est pour ça. Oui, exactement. Exactement. Alors, toutes les réponses sont bonnes, mais j'aimerais que vous mettez ça en tête. Les données sont cruciales. Il faut utiliser tous les moyens nécessaires pour collecter le maximum de données sur vos prospects, sur vos clients, sur votre entourage, le maximum de données possible. OK? Je vais vous poser une question. Avant de réaliser ce webinaire, est-ce que vous avez mis en place
un formulaire pour que les gens puissent remplir. Est-ce que vous avez ce formulaire? Est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce que les gens ont rempli un formulaire pour dire qu'ils vont participer à ce webinaire? Oui, Bailey est en train d'écrire, non? Bailey, ton micro est ouvert. Oui. Est-ce que vous l'avez mis en place? Peut-être que la réponse c'est non, peut-être que la réponse c'est oui. Donc, il vous faut collecter le maximum de données. Donc, mettre en place un formulaire en ligne pour que les gens puissent remplir, ça ne confirme pas que les gens vont participer. C'est juste que vous devez avoir les données de toutes les personnes qui sont intéressées par JCI, par les activités que réalise JCI. Que la personne vienne participer, qu'elle ne vienne pas. Bon, ça, c'est pas nos problèmes. L'essentiel, c'est que le formulaire est en ligne. Les gens, ils remplissent le formulaire. Ils mettent leur nom, leur adresse, leur email, leur secteur d'activité. Donc, une fois que vous avez collecté le maximum de données sur les gens qui sont intéressés par la JCI, lorsque vous allez réaliser une activité, vous pouvez faire un marketing. Vous pouvez identifier quels sont les gens que JCI a des entrepreneurs. Quels sont les gens qui sont intéressés par le marketing digital? Quels sont les gens qui vivent dans la ville des Cayes, qui vivent à Jérémie? Donc, tout ça, il vous faut ces données. Donc, les données sont extrêmement importantes. Donc, il faut toujours faire en sorte de collecter le maximum de données. OK? Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'importance lorsqu'on réalise des sondages ciblés. D'abord, il faut interroger un public spécifique. Je veux bien dire un public spécifique, pas tout le monde. Il ne faut pas interroger tout le monde. Si vous interrogez tout le monde, vous allez trouver trop d'informations inutiles. OK? Donc, il faut interroger un public spécifique, obtenir des feedbacks concrets. OK? Donc, c'est ça. On pourrait dire également que les entreprises qui testent rapidement réduisent leur risque d'échec de 30 à 40%. De 30 à 40%. Moi, l'expérience, j'ai fait l'expérience. Donc, avant même, par exemple, moi, j'ai une base de données qui a environ 350, 410 000. Car sur mon site, j'ai un site personnel où je vends des formations comme des formations en QuickBooks, formations graphic design. Donc, je n'ai pas besoin que les gens s'inscrivent au cours pour collecter ces données. Donc, lorsque j'ai besoin d'informations, je mets un formulaire, les gens remplissent pour comprendre leurs problèmes. Et une fois que j'ai compris leurs problèmes, je vais proposer une solution adaptée à leurs problèmes. Donc, c'est ça. Il faut collecter le maximum de données possible. OK, maintenant, on va parler de MVP, Minimum Viable Product. C'est quoi réellement? C'est la version la plus simple d'un produit permettant de tester une idée et recueillir des retours utilisateurs essentiels. Donc, je crois que tout à l'heure, vous l'avez compris. C'est la version la plus simple d'un produit. Donc, pour tester un marché, vous n'avez pas besoin de créer le produit avec toutes ses fonctionnalités ou de mettre un service au complet. Il faut créer un prototype afin que les gens puissent partager leur feedback, afin que les gens puissent interagir afin que vous-même, vous allez comprendre et vous allez pouvoir recueillir le retour des utilisateurs pour voir est-ce que ce produit, est-ce que ce service, est-ce qu'il va résoudre, est-ce que les gens vont accepter, est-ce qu'il fait tout ça. Donc, exemple concret, vous pouviez créer un prototype fonctionnel interactif, on l'avait dit tout à l'heure, et des maquettes testables avec des utilisateurs. Si vous êtes dans la tech, réaliser des applications avec une seule fonctionnalité. Donc, le but, c'est de recueillir les feedbacks des utilisateurs. C'est ça le but. Une fois que vous avez les feedbacks, vous pouvez mesurer les impacts. OK? Parce que l'étape, c'est quoi? C'est d'abord tester. Vous lancez le produit, les gens vont utiliser le produit, les gens vont côtoyer le service, ils vont prendre le service. Donc, ça, c'est juste que vous êtes en mode test. Je ne sais pas si vous utilisez, si vous avez l'habitude de télécharger des applications sur Google Play Store, sur App Store, est-ce que vous avez l'habitude de le faire? Bon, je pose la question, mais je sais que vous avez l'habitude de le faire. Il y a des applications qui sont
qui demande aux gens de devenir bêta-testeurs. Bêta-testeurs. OK? Lorsque vous téléchargez une application, par exemple Facebook, moi je suis bêta-testeur de Facebook. Lorsque vous téléchargez une application, l'application vous propose de devenir leur bêta-testeur. Bêta-testeur, c'est une personne qui va tester. Par exemple, avant que Facebook rende une mise à jour publique, avant une mise à jour accessible au grand public, les gens qui sont des bêta-testeurs, ils vont pouvoir recevoir cette mise à jour avant, partager leur feedback. Si les feedbacks sont positifs, Facebook va le mettre au grand public. Mais si les feedbacks sont négatifs, Facebook va tout simplement rentrer la mise à jour et travailler là-dessus pour sortir une mise à jour bien mieux. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça une fois que vous allez télécharger une application. La compagnie qui a mis l'application sur Google Play Store ou App Store pour Apple, elle vous demande de devenir bêta-testeur. Donc, c'est juste pour recevoir, pour recueillir les données. C'est ça, c'est recueillir les données. Donc, maintenant, on va essayer de voir comment transformer une idée en système économique. C'est vrai, avoir une idée. OK, il y a une question, Magbaïmé? Oui, j'avais une question. Pendant qu'on fait cette analyse-là, comment est-ce qu'on identifie la concurrence sur le marché? Parce que c'est quelque chose à prendre en compte quand même quand on travaille sur un projet. Il y a peut-être des concurrents qui font la même chose que nous. Comment est-ce qu'on identifie cette concurrence-là et comment on interagit par rapport à ça? OK, comment on identifie les concurrents? Pour identifier les concurrents, c'est facile. D'abord, il faut utiliser des outils comme Google Trends, il faut utiliser les réseaux sociaux. Vous pouvez monter voilà l'outil le plus puissant pour identifier les concurrents, c'est Google Maps. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous connaissez sans doute. Google Maps. Donc, montez sur Google Maps. Je ne sais pas si je peux faire une petite démonstration, bien rapide. OK? Donc, je vais faire une démonstration bien rapide afin que vous puissiez voir. OK. On va monter sur OK, partager, présenter notre contenu. Est-ce que c'est ça? OK. Là, vous voyez que je suis sur Google Maps. OK? Donc, est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'entreprise que vous aimeriez identifier les concurrents? Par exemple, un fournisseur de services technologiques, peut-être. Un fournisseur de services technologiques, dans quelle zone? Mettons par exemple que j'ai conçu mon nouveau téléphone que je veux le vendre. Vendeur de téléphone. Ouais. OK. Dans quelle zone? Montréal, par exemple. OK. Vendeur de téléphone, Montréal, Canada. Hop. Hein? Donc, il faut simplement monter sur Google Maps et écrire ce que vous voulez. Vendeur de téléphone, ça, ce sont des mots-clés. Vendeur, téléphone, Montréal, Canada, pour identifier les zones. Okay. Donc, vous voyez, il y a TELUS. Il y a TELUS, qui est un magasin de téléphonie, qui est ouvert actuellement, bien sûr. Il y a Mobile Montréal. Okay. Il y a Go Resell. OK? Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez voir que vous avez toutes les informations concernant l'entreprise, ses avis. Vous voyez, cette entreprise elle a obtenu une note de 4 sur 8, 4.8 sur 5, alors 4.8 sur 5 avec 1047 reviews. Donc, c'est intéressant, leur téléphone, leur site web. Ce que vous allez faire, vous allez pouvoir identifier les faiblesses, identifier ses faiblesses. Vous pouvez même aller prendre un service chez l'entreprise et identifier ses faiblesses. Et ces faiblesses-là, vous allez
et les transformer en opportunités pour vous qui êtes dans le même secteur. Donc ça, c'est l'outil le plus simple pour identifier les concurrents et faire en sorte de proposer ou du moins d'améliorer votre service par rapport aux concurrents pour en tirer le maximum de profit, pour couvrir le maximum du marché. OK. Et j'imagine qu'on identifie les faiblesses à travers les commentaires des utilisateurs. Tu imagines? J'imagine qu'on identifie ces faiblesses-là à travers les... Oui, également, on peut les identifier et dans les commentaires également. On peut les identifier à travers les commentaires. Parfait. Merci. Donc, c'est extrêmement important de connaître la concurrence. C'est extrêmement important afin de proposer ce que la concurrence ne propose pas. OK. Donc, on va essayer de voir comment transformer une idée en système économique. Il y a des questions qu'on doit se poser. D'abord, qui sont les clients? Vous devez mettre ça dans votre tête. Tout le monde ne peut pas être votre client. Ça, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas être vos clients. Tout le monde. Non, ça, c'est impossible. Qui sont vos clients? Comment générer des revenus et quels sont les coûts? Qui sont vos clients, comment générer des revenus et quels sont les coûts. Donc, on peut identifier tout ça à travers un système qu'on appelle Business Model Canva. Business Model Canva, c'est BMC, je ne sais pas si vous connaissez déjà, BMC, Business Model Canva. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Quand on parle de BMC, je vais essayer d'agrandir pour que vous puissiez voir. Quand on parle de BMC, Business Model Canva, c'est un document qui va nous guider à d'abord identifier les clients et définir ou du moins identifier les offres essentielles, les offres importantes à faire aux clients. Donc, de manière rapide, je vais partager ça avec vous afin que vous puissiez voir ce que c'est un BMC. OK, Enter Screen, non, Windows, OK, voilà. Ouais? Donc ici, on a BMC. Est-ce que ça va? Ouais? Donc BMC, ouais? D'abord, il faut commencer, on va commencer à droite. Market Segment. On va commencer à droite. On va d'abord faire la segmentation du marché. Quand on parle de segmentation du marché, c'est le fait de découper, c'est le fait de diviser un marché en plusieurs morceaux. Il faut d'abord segmenter le marché. Qui sont nos clients? OK? Qui sont nos clients pour le produit ou pour le service qu'on veut mettre sur le marché? Est-ce que ce sont des gens qui vivent, par exemple, à Jérémie? Est-ce que ce sont des gens qui vivent à Montréal? Est-ce que ce sont des gens qui vivent... Alors, c'est une segmentation géographique. La première segmentation à faire, c'est géographique. Deuxièmement, on va faire une segmentation au niveau du sexe. Les gens qui peuvent s'intéresser à nos produits. Est-ce que ce sont des filles? Est-ce que ce sont des hommes? Donc, il faut faire également cette segmentation. Donc, si on va voir un peu plus en profondeur, on va dire que les filles qui sont à Montréal sont intéressées par tel type de produit. Ouais? Les filles qui sont à Montréal sont intéressées par tel type de produit. C'est ça, la segmentation. Tout de suite après la segmentation, on va voir et la relation qu'on va entretenir avec la clientèle. Quels sont les canaux qu'on va utiliser pour distribuer? Quels sont les canaux qu'on va utiliser pour distribuer? Attends un moment. Oui, quels sont les canaux qu'on va utiliser pour distribuer le produit ou le service? Est-ce qu'on va faire des livraisons si c'est des produits physiques? Est-ce qu'on va exposer nos produits dans un supermarché, les gens peuvent venir l'acheter, donc il faut voir ça. Il faut également, donc dans la troisième colonne de la droite vers la gauche, bien sûr, il vous faut une proposition de valeur. Une proposition de valeur, c'est ce qui va vous démarquer de la concurrence. Mark by me. Quand on parle de concurrence, il vous faut une proposition de valeur. C'est ce qui va vous démarquer. Donc, il n'y a pas que vous qui vendez de téléphone. Il y a plein de gens qui vendent des téléphones également. Mais vous venez sur le marché,
vous allez vendre des téléphones, donc vous devez avoir une proposition de valeur. Vous devez avoir une chose, pas plus, une seule chose en plus de la concurrence. Donc ça va attirer les gens vers toi au lieu d'aller vers la concurrence. Un exemple est très simple. Donc si vous vendez des téléphones, vous pouvez donner aux gens qui sont vos clients des services de réparation gratuite pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc ça, c'est une proposition de valeur. C'est une valeur qu'on met en plus sur le produit. Donc, vous pouvez je pourrais dire, créer un groupe pour partager des informations utiles sur l'utilisation des téléphones, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc ça, ce sont des propositions de valeur qu'on peut donner, à la clientèle pour les attirer au lieu d'aller vers la concurrence. Il y a également les activités clés et les ressources clés. Ouais? Donc c'est la 4e colonne de la droite vers la gauche. Quand on parle d'activités clés, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour délivrer le service? Quelles sont les activités que vous allez faire réellement pour délivrer la proposition de valeur, pour délivrer le service. Et un peu plus bas, vous allez voir quelles sont les ressources que vous allez utiliser, les ressources matérielles que vous allez utiliser, les ressources financières. Donc, tout ça, il faut l'identifier dans ce document-là qui est un BMC, Business Model Canva. Et dans la 5e colonne, vous allez voir quels sont les partenaires clés. Donc, vous ne pouvez pas opérer sur le marché tout seul. C'est vrai que vous êtes une entreprise, vous avez des employés, vous avez des gens qui vont vous aider dans les activités, mais il vous faut également des partenaires. Par exemple, si vous vendez du crémasse, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez crémasse. Moi, c'est tout le monde là comme crémasse, sauf McBaimé. Vous connaissez crémasse. Crémasse, c'est une boisson un peu visqueux, alcoolisée qu'on fait ici. Donc, si vous vendez des crémasses, vous pouvez faire des partenariats avec des restaurants. Vous pouvez faire des partenariats avec des supermarchés. Donc, vous pouvez les vendre aux restaurants, aux supermarchés à un prix un peu plus bas. Et comme ça, vous allez pouvoir gagner, je pourrais dire, un peu plus sur le marché. Donc, il y a également la structure de coûts qui est extrêmement importante. Quels sont les coûts que vous allez mobiliser? Vous allez les trouver où? Est-ce que ce sont est-ce que vous allez faire des prêts? Est-ce que vous allez utiliser vos fonds personnels, vos propres fonds? Donc, c'est ça. Donc, il faut une structure de coûts et il faut également voir comment on va structurer les revenus. Donc, de façon, je pourrais dire brève, c'est ça le Business Model Canva, qu'on appelle BMC, qui est extrêmement important dans le cadre de transformer une idée en système économique. Donc, c'est ça. Donc, vous allez voir, c'est un outil visuel puissant pour cartographier les aspects clés de votre entreprise sur une seule page. Sur une seule page, vous avez tout ça. C'est ça le BMC. Donc, maintenant, après avoir structuré, je pourrais dire, l'idée, après avoir transformé l'idée en BMC, on va voir les 7 éléments de pitch convaincant. Donc, faire un pitch, c'est bien, mais faire un pitch convaincant, c'est mieux. Donc, d'abord, dans le pitch, il y a 7 étapes clés qu'il faut mettre. Les 7 éléments de pitch convaincant, structure d'une présentation percutante. Donc, c'est percutant. D'abord, il faut parler de problème pour toucher le cœur. Vous savez, identifier le défi à résoudre. Il faut d'abord toucher le cœur de la personne qui est en face. Après avoir touché le cœur avec le problème, vous présentez directement la solution. Pas besoin de parler de votre produit, du marché, de la vision. Non, ça, ce sont des détails qu'on peut ajouter juste après. Admettons que le potentiel bailleur que vous avez en face de vous, il n'a pas suffisamment de temps. Il n'a que 15 secondes, il n'a que 20 secondes à vous accorder. Donc, identifier le problème, proposition de solution. Uniquement ça. Donc, s'il s'en va, il peut peut-être partir avec ces 2 informations qui sont cruciales pour au moins convaincre le potentiel bailleur. Donc, identification du problème, présentation de la solution, présenter votre innovation. Donc, la solution doit être une solution, je pourrais dire, novatrice. Ensuite, il faut démontrer le potentiel.
quand on parle de démonstration du potentiel, montrer que le marché a vraiment besoin de votre solution. Il y a un besoin. OK? Le marché a besoin de la solution que vous proposez. Et quatrièmement, vous pouvez expliquer votre offre, parler du produit. Et quand on parle du produit, on ne doit pas s'éterniser sur le produit, mais on doit faire en sorte que et ce qu'on dit sur le produit doit être en parfaite et en étroite collaboration avec la solution. Parce que quand on parle de produit, on ne présente pas réellement le produit, mais on présente la solution, du moins le problème que le produit il résout en soi. Et après, on décrit le modèle économique, okay? On décrit la rentabilité. Si c'est une entreprise à but lucratif, il faut décrire le modèle économique pour dire sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans, voilà comment et la rentabilité va se faire, voilà comment l'entreprise va être rentable. Donc ça, c'est extrêmement important et pour présenter dans votre pitch, le modèle économique. Et il faut noter que le modèle économique est uniquement adapté pour des entreprises à but lucratif. Donc si l'entreprise, si le projet que vous allez mettre en place, que vous allez pitcher, c'est un projet, on dit, c'est un projet à caractère social, vous n'avez pas besoin de décrire le modèle économique, mais il faut décrire l'impact sur la société, l'impact positif, okay, que ce projet va avoir sur la région, sur la communauté, dans la zone qu'on va exécuter le projet. Il faut également mettre en avant l'expertise de l'équipe. C'est pour ça qu'on a dit, et un peu plus tôt, qu'on doit identifier les personnes qui ont les mêmes visions que vous. OK? Il ne faut pas mettre quelqu'un dans ton équipe juste parce que c'est ton ami. C'est vrai que c'est ton ami, mais s'il n'a pas les compétences requises, s'il n'est pas qualifié, c'est vrai que c'est ton ami, vous avez grandi ensemble, mais si ton ami là que vous voulez mettre dans le projet, s'il n'est pas qualifié, s'il n'a pas les compétences, vous n'allez pas pouvoir amener le projet à bon port. Donc, il faut monter une équipe solide, mettre en avant l'expertise de chaque membre de l'équipe et enfin partager la vision qui est à long terme. Donc, la vision, c'est l'ambition à long terme. Donc, si vous vendez des poulets, vous pouvez avoir comme vision de devenir le plus grand vendeur du poulet d'Haïti, le plus grand vendeur du poulet de Montréal, le plus grand vendeur du poulet. Donc, la vision, c'est à long terme. Donc, c'est la vision qui va nous aider à assurer la pérennité du projet ou de l'entreprise. Donc, ça, c'est extrêmement important. D'abord, on identifie le problème. Ensuite, on présente la solution. OK? Et après, on montre que la solution est adaptée au marché et le marché a besoin de notre solution. Et tout de suite après, on parle du produit, on explique l'offre. Après, on décrit la rentabilité, on présente le modèle économique pour dire que dans 6 mois, avec un capital de départ de temps, et voilà ce qu'on peut recevoir, voilà ce qu'on peut générer. On met en avant également l'expertise de l'équipe. Donc, imaginons qu'on décrit la rentabilité de l'entreprise, mais l'équipe n'est pas compétente. Donc, il y a pas de cohérence. Ouais? On décrit la rentabilité, mais l'équipe n'est pas qualifiée. Il n'y a pas de cohérence dans le pitch. Le pitch doit être cohérent. Nous avons l'expertise requise, okay? Nous avons l'expérience nécessaire, nous avons les connaissances requises pour mener à bien le projet, pour mener le projet à bon port, pour faire un impact significatif dans la société. Et enfin, on partage la vision, on partage l'ambition à long terme. Donc, c'est vrai qu'on veut exécuter le projet, on veut créer l'entreprise, mais on ne va pas créer l'entreprise pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, même pas pour 10 ans. Il faut assurer la pérennité, et la pérennité, c'est à partir de la vision. Donc, si vous avez une vision sur 10 ans, arriver à 10 ans, arriver sur 10 ans, vous devez changer de vision. Il faut prolonger la vision. Okay? Si dans 10 ans, vous voulez être le plus grand vendeur de poulet d'Haïti, et les 10 ans sont écoulés, vous êtes le plus grand vendeur de poulet. Donc, il faut changer de vision. Il faut avoir une autre vision sur 20 ans, sur 30 ans. Donc, c'est ce qui va nous aider à assurer la pérennité de l'entreprise, la pérennité du projet. Et voilà, maintenant, avant-dernier slide, on parle des ressources de financement. Les sources de financement. Les sources de financement, d'abord, on a
les investisseurs. Votre projet, vous pouvez identifier des potentiels investisseurs. Donc, ces investisseurs-là, pour les convaincre, qu'est-ce que vous devez avoir pour les convaincre? Est-ce que vous êtes là? Pour convaincre les investisseurs, qu'est-ce que vous devez avoir? Qu'est-ce qui va nous aider à convaincre les investisseurs? Je l'ai identifié. Oui, Michael? OK, c'est ça. Donc, vous venez de me faire un pitch. Oui, Mac Bailey, vous avez levé la main. Je pense qu'il a tout dit. Oui, c'est ça. Donc, il vous faut un pitch convaincant. C'est ce qui va nous aider. Parce que l'investisseur, qu'est-ce qu'il recherche, lui? Il cherche à faire croître son capital. Il cherche à faire croître ses revenus. Donc, si votre pitch n'est pas convaincant, c'est sûr que l'investisseur ne va pas financer, soit partiellement ou intégralement, votre projet. Donc, c'est ça. Il vous faut un pitch convaincant. Il y a également des incubateurs. Les incubateurs, ce sont des entreprises qui se spécialisent pour propulser les startups, pour faire en sorte que les startups trouvent les ressources nécessaires, quand on parle de ressources, on parle de ressources matérielles, on parle de ressources financières, entre parenthèses, pas intégralement. On parle également des ressources matérielles, des ressources humaines, donc pour faire en sorte que le projet, vous allez pouvoir l'exécuter. OK? Il y a également les subventions. Si votre projet, c'est un projet qui a un fort impact social, vous pouvez aller auprès de l'État, auprès des instances publiques, pour présenter le projet et faire en sorte que l'État il finance en partie ou en majorité le projet. Donc, tout ça, ouais, toutes les sources de financement, il y a les investisseurs, les incubateurs, les subventions publiques, les concours, vous pouvez participer dans ce concours avec votre projet également. Il y a crowdfunding qui est un financement participatif. Il y a l'alliance stratégique que vous pouvez faire en partenariat avec d'autres entreprises qui sont dans peut-être le même secteur que vous. Donc, pour convaincre les investisseurs, les incubateurs, les subventions, il vous faut un seul élément. C'est un pitch. C'est ça. Il vous faut un pitch. Le pitch doit être convaincant. D'abord, on propose le problème, on propose la solution, puis on fait un le reste. Donc, on peut en lire les deux. Pour transformer l'idée en réel, il faut trois piliers fondamentaux. D'abord, c'est comprendre le problème. Il faut que le problème soit réel. Ensuite, on doit essayer rapidement et il faut avoir un MVP. Il faut essayer de marcher. On teste le marché pour les données. Et ce sont les données qui vont nous aider à prendre des décisions. Si le marché réagit positivement au test, on va pouvoir avancer avec le projet. Mais si le marché réagit de façon négative avec le test, on va pouvoir revoir notre stratégie, revoir l'outil, revoir le service et résoudre ce qui ne marche pas. Et enfin, on va structurer un projet et le réaliser. Donc, c'est ça. Donc, pour finir, j'aimerais vous dire que l'intelligence artificielle ne remplace pas les entrepreneurs. OK? Mais les entrepreneurs qui utilisent l'IA, ils ont un avantage stratégique parce que l'IA, il nous donne un avantage, je pourrais dire, exponentiel. On peut croître de façon exponentielle avec l'IA. Autrefois, on avait besoin de plusieurs ressources humaines. On avait besoin de comptables pour gérer nos chiffres, nos comptes. On avait besoin d'une secrétaire pour gérer, je pourrais dire, nos courriers. On avait besoin d'un livreur pour permettre aller chercher et quoi que ce soit. Donc, maintenant, avec l'IA, on peut créer un agent IA qui peut pratiquement
tout faire en matière de communication, en matière de correspondance, lire les mails, répondre et faire tout ce qui est nécessaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'IA ne remplace pas les entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui utilisent l'IA, ils auront un avantage stratégique par rapport aux autres. Donc, merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Il y a des questions. Maintenant, je repasse au modérateur pour Fatoumata a déjà levé la main. Merci. Juste une petite question. Est-ce que les résultats du MVP est inclus dans le pitch qu'on va faire? Non, le résultat du MVP, non, ce n'est pas nécessaire d'inclure le résultat d'un MVP. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Mais son résultat peut renforcer le pitch. OK? Si vous êtes déjà en test et en mode test, le résultat peut le renforcer. Mais si vous n'avez pas de MVP, ce n'est pas une obligation. Mais cependant, il vous faut toutes les données nécessaires pour construire le pitch. Il vous faut des résultats concrets. Il faut faire l'étude du marché. Il faut identifier les problèmes réels. OK? OK, merci. Oui, une question, s'il vous plaît. Oui, merci. Très, très belle présentation. Là, je remercie d'abord le présentateur. Moi, j'avais une question. Pendant qu'on analyse les données, parce que comme on le voit, on avance vraiment dans le projet sur la base des données. Mais comment est-ce qu'on s'assure qu'on a des données qui sont vraies? Parce que si, par exemple, je vais dans des sondages de certaines entreprises, est-ce que c'est pas du bullshit? Est-ce qu'ils ne mettent pas des photos truquées, des gens qui like? Comment est-ce que je m'assure que c'est vraiment des utilisateurs qui ont liké, qui ont apprécié, que c'est pas du test qui sont copiés? Ouais. Ok, super, très belle question. Donc, après avoir collecté les données, il faut valider ces données. OK? Vous les collectez, mais il faut les valider. Mais pour les valider, la meilleure façon de valider ces données, il faut avoir un contact direct, je pourrais dire, avec les gens qui ont et partagé leurs données. Et on ne peut pas valider ces données du jour au lendemain. Non, il faut un processus, il faut un temps de validation. Vous pouvez valider une donnée sur 30 jours. OK? Donc, par exemple, vous réalisez une enquête. Vous créez votre fiche d'enquête et les gens sur Internet, ils remplissent le formulaire. Donc, après avoir rempli le formulaire, vous allez collecter tous les emails et des gens qui ont rempli. Donc, ces emails-là, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir faire un email marketing afin de valider ce projet. Donc, alors, afin de valider ces données. Donc, les gens qui ont répondu à l'enquête, vous pouvez les utiliser comme des ambassadeurs de votre produit. Un exemple, vous pouvez les désigner. Donc, créer un lien pour rapprocher ces gens le plus proche de votre projet, le plus proche de vous, afin d'avoir des informations réelles, des informations concrètes. Donc, ces gens-là, une fois que vous partagez des emails, disons que vous avez collecté 500 emails. C'est un exemple. Vous connectez sur HubSpot. Je ne sais pas si vous connaissez HubSpot. HubSpot, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour envoyer des emails en masse. Vous n'avez pas besoin d'envoyer un email 500 fois, mais il faut tout simplement collecter ces données, collecter les emails et créer un seul message et les envoyer aux 500 emails que vous avez. Donc maintenant, après avoir envoyé ces emails, il y a des gens qui vont répondre, qui vont faire des retours. Il y a des gens qui vont ignorer l'email. Donc, ces gens-là qui vont répondre, vous allez débuter avec un processus de création de lien. Vous allez créer un lien avec ces gens qui ont répondu. Vous allez les segmenter. Tous les gens qui ont l'habitude de répondre, vous les segmentez. Vous les mettez dans un espace, je pourrais dire spécifique, pour dire que ces gens-là sont plus proches de la validation des informations, des données. Ces gens sont plus proches. Ça ne veut pas dire que les informations que ces gens qui ont répondu et à l'email, les informations sont vraies, mais ils sont plutôt vrais par rapport à ceux qui n'ont pas répondu. Il y a des gens qui remplissent les formes juste pour remplir. Parce que, disons que vous allez envoyer un guide, un document PDF, et vous disiez aux gens, pour obtenir ce document, il faut remplir ce formulaire. Les gens ne s'intéressent pas vraiment à ce que
à les questions que vous posez et dans le formulaire. Donc, ce qui les intéresse, c'est uniquement le guide. Ils remplissent uniquement le formulaire pour avoir le guide. Donc, avec le processus de création de liens, OK? Donc, ces gens-là, ils vont commencer à vous faire confiance. Vous allez débuter avec, vous allez dire que ces informations sont plutôt vraies, donc je peux commencer à baser sur ces informations. Donc, au fur et à mesure que le processus avance, vous allez pouvoir vérifier les informations et avoir des données réelles, des données qui sont plus ou moins concrètes. Alors, il faut dire que les données que vous collectez sur Internet, ils ne sont jamais 100% vrais. Ils ne sont jamais 100% vrais. OK? Il faut avoir une marge. Il faut dire que à 90%, j'accepte ces données. À 90 à 95%, dépendamment de la situation, il faut dire qu'il faut toujours laisser une marge. OK? Même les intelligences artificielles, ils vous disent que, surtout les intelligences génératives, ils vous disent que les informations qu'on vous donne ne sont pas 100% vraies. Il faut vérifier d'autres sources pour comparer. Il faut vérifier d'autres sources pour comparer. Et donc, ça, c'est vraiment important pour au moins valider des données, les données que vous avez collectées sur Internet. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup au formateur pour sa présentation. Moi, ma question est concerne juste les logiciels. S'il y a des conseils sur les logiciels qui peuvent nous aider à rapidement faire les analyses de données concurrentielles autour de nous, ça va être bienvenu. Oui, la question c'est que vous voulez avoir des logiciels qui peuvent nous aider à faire une analyse des données. Oui, exactement. OK, super. Alors, d'abord, je pourrais dire, si vous n'avez pas de grandes compétences en programmation, vous pouvez utiliser des outils d'intelligence artificielle. Ouais, ils sont nombreux. Je crois que, je ne sais pas si vous utilisez Microsoft Copilot. Si vous utilisez Microsoft Copilot, il y a Microsoft Copilot, il y a Obviously, si je ne me trompe pas, il y a Obviously, voilà, c'est ça. Donc, c'est un outil qui peut vous aider, j'ai bien dit, qui peut vous aider à faire des prédictions en fonction du comportement du marché dans un temps passé. OK? Il peut vous aider à faire des prédictions, à prédire le marché. Par exemple, si vous vendez sur un marché international, si vous vendez des produits digitaux, vous connaissez ce qu'est un produit digital. Un produit digital, c'est un produit qu'on peut accéder à partir de nos ordinateurs, nos téléphones, nos tablettes, etc. Donc, si vous vendez des produits digitaux à une échelle internationale, vous pouvez utiliser Obviously, qui peut vous aider à faire des prédictions sur le comportement de nos futurs, je pourrais dire, clients, sur vos futurs clients. Il y a également Google Docs. Pas Google Docs, c'est Google Sheet. Vous connaissez Google Sheet? Oh oui, mais je ne l'ai jamais utilisé. Ah, vous ne l'avez jamais utilisé. Il faut l'utiliser. Avec Google Sheet, vous pouvez intégrer des extensions d'intelligence artificielle. Disons que vous avez une feuille de calcul qui a plus que 1000 données, qui a plus que 1000 informations sur des personnes différentes. Vous pouvez utiliser des extensions avec une simple commande, un simple prompt. Vous allez pouvoir demander à l'extension ou à l'intelligence artificielle qui est intégrée de faire ce que vous voulez. J'ai bien dit de faire ce que vous voulez. Disons que vous voulez extraire toutes les personnes qui n'ont pas répondu à tel critère que vous avez défini au préalable. Donc, l'IA va tout faire. Il va tout simplement identifier, filtrer et enlever et mettre de... OK. Si vous avez un compte Gmail, vous pouvez utiliser Sheet AI. Sheet AI, c'est une extension qui est intégrée dans Google Sheet. Vous pouvez l'installer et pour analyser des données, faire les nettoyages, des classifications ou écrire des résumés de données. Donc, après avoir
et faire la rédaction soit du résumé, vous allez pouvoir vérifier est-ce que tout ce que l'IA nous donne, est-ce que c'est OK, est-ce que c'est conforme à vos politiques, à ce que vous vouliez réellement. Ok, d'accord. Ok, parfait. Bonjour à tous, c'est un honneur pour moi d'être présent à cette très très belle formation et je me sens doublement et fier dans le sens que c'est à la fois JCI Haïti et JCI Montréal qui organise cette formation et je me considère toujours comme étant membre de la JCI Haïti parce que c'est là que l'aventure a commencé dans tout ce que j'ai pu glaner en termes d'expérience et autres. Je dois tout ça à la JCI Haïti et principalement JCI Delma et Excellence. Donc, j'ai continué avec l'aventure à Montréal et voir que présentement, il y a un très, très beau partenariat, un très bon jumelage qui se fait entre JCI Montréal et JCI Haïti pour continuer à donner un bon élan à cette belle aventure qu'est la JCI. Et c'est tout à fait louable et je vous souhaite de continuer sur cette même lancée avec un rêve de vous voir un jour présent tous et de façon pas virtuelle mais en présentiel. Tout le monde sera là pour un très grand événement, que ce soit à Montréal ou en Haïti. Et la balle est lancée et j'espère qu'un jour on pourra tous se revoir en présentiel. Merci encore, très bonne formation. Félicitations à Vitalerne et pour cette très belle présentation. Félicitations à tous les organisateurs, donc chapeau et que l'aventure continue. Merci. Vous m'entendez? Oui. Ok, en fait, moi, c'est Alphen Valdé, je suis le VP-Com de la JCI Montréal. J'ai juste des questions, je ne sais pas si vous aurez le temps de les répondre. Vu que d'abord, le type de la formation, c'est construire son projet autour de l'IA. Et quels sont en fait les outils d'IA que vous recommandez pour construire un prototype de projet ou un projet en fait? Et deuxièmement, est-ce que vraiment l'IA peut nous aider à analyser un business rapidement? Alors, je n'ai pas vraiment entendu la deuxième question. Est-ce que vraiment l'IA peut nous aider en fait à analyser un projet rapidement, ou est-ce que les outils d'IA peuvent nous aider en fait à construire le projet ou bien à dire que ce projet il est bon ou il n'est pas bon? Dès qu'on lance, ça peut donner un résultat. Est-ce qu'il y a des outils d'IA qui peuvent nous aider à analyser ça? Ah oui. Merci pour la question. Donc, pour la première question, c'est quel outil IA qui est recommandé pour construire un projet, c'est ça? Ouais. Oui. Donc, tous les outils sont recommandés. Tous les outils sont recommandés. Mais l'essentiel, d'abord, en tant que porteur de projet, en tant que entrepreneur, vous devez d'abord connaître ce que vous allez faire. C'est ça la première. Il faut avoir des compétences, d'abord des compétences personnelles, des compétences professionnelles qui sont liées directement à ce que vous voulez faire. Donc, tout le projet ne va pas se reposer sur les outils. La réalisation du projet ne va pas se reposer sur les outils. Quand je parle de réaliser des enquêtes, l'enquête, ce n'est pas l'outil qui va réaliser l'enquête. Vous n'allez pas dire à l'outil, regarde, j'aimerais que tu réalises pour moi une enquête sur telle zone, tel monde, etc. Non. D'abord, il faut mettre en place la structure pour la réalisation de l'enquête. Quand je parle de structure, vous prenez votre cahier ou votre ordinateur, vous identifiez la zone que vous voulez enquêter sur. Les gens que vous voulez enquêter. Tout ça, c'est vous qui allez le faire. Vous identifiez les gens, vous identifiez la zone,
vous dressez la liste de questions que vous allez poser. Donc, jusque-là, il n'y a pas encore l'intervention de l'IA. Donc, c'est vous qui faites, je pourrais dire, les préliminaires, les bases. Vous préparez votre formulaire d'enquête, votre fiche d'enquête. Donc, une fois que vous avez fini de tout mettre en place, vous connaissez la zone, vous avez les questions à poser, vous avez un taux, je pourrais dire, vous avez identifié un taux de réussite possible. Vous dites que si 70% des gens répondent de telle manière, vous allez exécuter. Dans le cas contraire, vous n'exécutez pas. Donc, c'est ça la première, je pourrais dire, le premier étape à faire. Donc, c'est l'humain d'abord. Une fois que vous avez fini avec tout ça, toute la planification, en temps normal, j'ai bien dit, vous devez recruter des gens pour envoyer sur le terrain. Ces gens-là, ce qu'ils vont faire, ils vont poser les questions pour vous, ils vont collecter ces données, ils vont transférer ces données à votre base de données si vous en avez une. Donc, et que vous, ce que vous allez faire, vous allez trier une par une, vous allez trier et manuellement les gens qui répondent aux critères que vous avez établis au préalable. Mais maintenant, on va partir maintenant et avec IA, après avoir rédigé la fiche d'enquête, identifié les zones. Oh, instant photo, Mac Bagnon, vous tout demande d'ouvrir vos caméras. Oui. Après avoir identifié la zone, après avoir dressé le questionnaire, vous n'avez pas besoin de payer ou d'envoyer des gens réaliser l'enquête. Vous pouvez utiliser un outil technologique qui a une intelligence artificielle intégrée ou non. Donc, pour faciliter l'enquête, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux d'abord pour faire une publicité ciblée géographiquement. Quand on parle de publicité ciblée géographiquement, ça veut dire que uniquement les gens qui sont dans cette zone vont être touchés par la publicité. Si vous n'êtes pas dans la zone que Batim avait ciblée dans sa publicité, vous n'allez pas pouvoir toucher par la publicité. Donc, vous n'allez pas recevoir, je pourrais dire, la fiche, ou du moins le formulaire d'enquête pour répondre, pour envoyer les réponses. Donc, c'est là que l'IA intervient. Le premier travail, les bases doivent se faire avec l'humain. C'est l'humain qui fait les bases. Après, l'IA intervient. L'IA va faciliter le processus. L'IA va rendre le processus un peu plus rapide. Il va accélérer. Alors, l'IA va accélérer le processus. OK? Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de la réponse pour la première question, mais en réalité, ce n'est pas l'IA qui va faire tout le travail. Derrière chaque IA, il y a un groupe d'humains qui se cache. Il y a un groupe d'humains. Il y a des gens qui se cachent derrière l'IA. L'IA ne va pas tout faire par elle-même. Donc, ce sont les gens qui commandent l'IA. Donc, si dans votre domaine, vous ne maîtrisez pas votre domaine, vous attendez que l'IA va faire le travail pour vous, l'IA va te donner ce qu'elle veut. L'IA va te donner ce qu'elle veut et vous, étant donné que vous n'avez pas une base, vous ne connaissez pas vraiment votre domaine, donc les informations que l'IA va vous fournir, ce sont des informations qui peuvent être fausses. Donc, si vous allez les utiliser, vous allez causer préjudice à vous, à votre entreprise, dépendamment de l'utilisation que vous allez faire de ces données. Donc, c'est ça. Pour la deuxième question, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à créer, à analyser des outils rapidement? Est-ce que c'est ça? Est-ce que l'IA peut aider à valider un projet? Peut aider à valider un projet, c'est ça? Ouais. OK, peut aider à valider un projet. Ah, oui, pour la deuxième question, c'est est-ce que l'IA peut aider à valider un projet? La réponse, encore une fois, c'est oui, l'IA peut aider. La réponse est dans la question. L'IA peut aider à valider un projet. Parce que voilà comment fonctionne l'IA. L'intelligence artificielle n'invente rien comme information. L'intelligence artificielle, elle apprend en continu. Tout ce que l'intelligence artificielle vous dit, ce sont des informations qui ont été déjà collectées quelque part, dans un cas de figure similaire à la question que vous lui avez posée, par exemple.
Donc, si vous avez une idée de projet de, disons que, distribution de kits sanitaires dans une zone, par exemple. Donc, dépendamment des autres distributions qui ont été déjà réalisées dans différentes zones qui se trouvent dans une situation similaire à la zone que vous allez faire votre distribution. Donc, l'IA peut vous donner des informations. L'IA va d'abord analyser, je pourrais dire, la situation. Il va dire, vu la situation dans laquelle les gens se trouvent, vu votre position par rapport à la société, dans la tête des gens, vu à la situation générale que vous vous trouvez, voilà ce qui peut se passer. Voilà ce qui peut se passer. Ouais? Donc, l'IA ne va pas vous dire oui ou non si votre projet va être validé, mais elle peut de préférence vous prédire, vous faire une prédiction en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si vous avez un projet, vous voulez exécuter, donc si votre projet, vous avez un bon pitch, écoutez bien, ça, ce sont et voici la situation. Si vous avez un projet solide, quand on dit un projet solide, c'est une idée de projet qui répond à un besoin spécifique, qui propose une solution à un problème. Si vous avez une équipe de gens qui sont performants, qui sont qualifiés, si vous avez un pitch solide, ok, si toutes les conditions se réunissent, dans ce cas, votre projet a une forte chance d'être validé. C'est ce que l'IA va vous dire. Elle ne va pas vous dire oui ou non si votre projet va être validé. Elle peut vous aider à avoir les informations, les données requises pour la validation d'un projet ou pas. Il y a... Oui, Allô? Oui. Oui, j'ai une question. Vous avez dit que tous les outils d'IA sont recommandés. Je voudrais savoir, parce que parfois quand on utilise l'IA, c'est vrai, c'est rapide, ça nous aide beaucoup, mais parfois ça donne des réponses parfois erronées en tarif. Comment est-ce qu'on fait pour les identifier? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des outils qui sont plus efficaces que d'autres, selon vous, que vous pouvez, je ne sais pas, nous recommander, si je peux le dire ainsi? Déjà, félicitations, merci pour cette belle présentation. Mon nom, c'est Bouchira de la JCI Montréal. D'accord, merci. Oui, effectivement. Et quand j'avais dit tout à l'heure, tous les outils sont recommandés, c'est parce que d'abord, avant même d'utiliser un outil IA, il faut savoir ce que vous voulez faire. Si vous êtes dans la construction, vous allez utiliser des outils qui sont spécialisés pour la construction. Si vous êtes dans la littérature, vous allez utiliser des outils qui sont spécialisés pour la littérature. Si vous êtes dans le graphic design, vous allez utiliser des outils qui sont spécialisés dans le graphic design. C'est pour cette raison que j'avais dit tout à l'heure, tous les outils sont recommandés. Il suffit d'identifier l'outil approprié au secteur d'activité que vous êtes. OK? Donc, c'est ça. Donc, en ce qui a trait aux réponses erronées, je pense, alors, et dites-moi si ce n'est pas le cas, vous parlez de ChatGPT quand vous dites que vous avez des réponses erronées. Est-ce que c'est ça? Oui, bon, essentiellement. Donc, la plupart des cas, il y a des gens qui se plaignent également des réponses erronées de ChatGPT, mais les statistiques montrent que ce sont la majorité des gens qui utilisent la version gratuite. C'est la majorité des gens qui utilisent la version gratuite qui se plaignent, qui disent que les réponses d'IA sont parfois, elles ne sont pas adaptées aux questions posées. Donc, c'est ça. La version gratuite, c'est une version d'apprentissage. OK? La version gratuite, c'est une version d'apprentissage. Donc, si vous voulez que l'IA soit plus performant, il faut utiliser les versions payantes.
Parce que les versions payantes, vous les payez pour vous donner des informations qui sont plus, je ne peux pas dire plus crédibles, mais des informations plus utiles par rapport aux versions gratuites. Et de façon générale, c'est ça. OK? Merci beaucoup à toi, Michael, vice-président formation et aujourd'hui facilitateur. Ça a été un très bon moment. Ça a été un très bon moment grâce à tous ceux qui ont participé à cette belle organisation. Je remercie particulièrement la présidente de la JCKS, aussi Renaissance, qui a aussi œuvré de tout son leadership pour que cet événement puisse avoir lieu. Je remercie également l'équipe en entier pour l'engagement et la contribution de chacun à son niveau. Donc, je pense que ce fut un très bon moment. Je ne sais pas si beaucoup ont déjà mangé avant de commencer la formation. Donc, je ne vais pas faire un long discours, juste nous remercier et nous inviter à répéter ces efforts-là pour que on puisse plus tisser les liens comme le tisselateur Enoch l'a recommandé tout à l'heure. Merci à nous tous.